Bonjour à toutes et tous, donc ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour donc quelques propos introductifs sur cette conférence sur les enjeux de mobilité sociale et inégalité territoriale. Donc ça va être un défi d'être voilà, efficace sur ce sujet-là. Je suis plutôt familier en tant qu'universitaire avec les cours de 2 heures que les pitchs de 15 minutes, donc je vais voilà, faire l'effort d'être concis et percutant. Donc, l'idée, c'était de revenir sur quelques éléments chiffrés, nationaux, avant un focus un peu territorial et puis quelques enjeux pour la région, et partir de cet idéal républicain d'égalité des chances. Alors, il y a tout un débat sémantique sur la question de l'égalité des chances, égalité des droits. Aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt de faire un focus sur les inégalités sociales, on parlait de code social, et les inégalités spatiales, on parlait de code postal, d'accès à l'éducation et à l'emploi. Donc est-ce que cette égalité des chances, on a eu quelques éléments de réponse dans les discours introductifs, fonctionne? Alors je ne vais pas faire durer le suspense, la réponse est non. Donc cette première carte, elle est issue d'un travail de France Stratégie, donc d'une note que je vous invite à consulter, alors qui date un peu, mais il y a eu quelques actualisations et les chiffres bougent assez peu, et quand ils bougent, c'est d'ailleurs pas sur une bonne trajectoire. Donc une note sur la géographie de l'ascension sociale, donc la mobilité sociale qu'on va considérer comme étant ascendante. Ce sont, alors là c'est une lecture un peu binaire, mais ça permet de commencer à décortiquer le sujet, des individus de parents ouvriers ou employés qui deviennent cadres, professions intellectuelles ou professions intermédiaires. Donc c'est une lecture vraiment binaire de la mobilité sociale. Et vous avez ici une représentation spatialisée à l'échelle des départements de cette probabilité de mobilité sociale en fonction du département de naissance. Et donc on voit bien, donc plus le département est bleu foncé, plus les jeunes nés ici ont des chances de connaître une mobilité sociale ascendante, plus elle est claire, plus la mobilité sociale est faible. Ici, on est bien sur la sous-population des enfants d'ouvriers et d'employés. Et donc, on voit bien, on a des rapports de 1 à 2 hein, d'un département à l'autre. Globalement, l'Île-de-France, la Bretagne, le bassin lyonnais et le sud de la région Nouvelle-Aquitaine ont une couleur plutôt foncée. Et on a une grosse partie de la région Nouvelle-Aquitaine et le quart nord-est de la France où la mobilité est plus faible. Alors, comment on peut expliquer ces choses-là? Ça ne passe plus. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Sinon, la régie va nous aider, n'est-ce pas? Clin d'œil, clin d'œil. Donc, un des déterminants essentiels, c'est celui de... Voilà. Donc c'est celui de l'accès à l'enseignement supérieur. Ici, vous avez un graphique avec l'axe des abscisses de gauche à droite, la cohorte 1950, des gens nés entre 1950 et 1964, et en ordonnée, donc de bas en haut, une autre cohorte, et on voit que la mobilité sociale a tendance à augmenter dans le temps. Donc ça, c'est un élément un peu rassurant. Pourquoi? Parce qu'il y a une massification de l'enseignement supérieur, donc les jeunes d'une génération à l'autre accèdent de plus en plus à l'enseignement supérieur, et une déformation de la structure des emplois avec de plus en plus, avec la tertiarisation, etc., d'emplois de cadres et professions intermédiaires. Donc on a d'une génération à l'autre un taux de mobilité qui passe d'un quart à un tiers des générations. Mais quand on a une lecture territoriale de cette dimension-là, et c'est probablement le principal problème de notre République quand on parle d'égalité des chances, c'est des écarts entre les territoires qui ne se réduisent pas. Et donc autrement dit, la mobilité sociale d'une génération à l'autre, elle a tendance à augmenter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir que ça se tasse un peu sur les dernières années, mais les écarts territoriaux et donc les inégalités territoriales, elles ne se réduisent pas. Diapo suivante, parce que ça ne marche pas ici. Donc le déterminant principal de ces inégalités-là, il n'y a pas de scoop, et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui autour de l'orientation, c'est la question de l'accès au supérieur. Donc vous avez ici en abscisse le taux de diplômés du supérieur en fonction des départements, et en ordonnée le taux de mobilité ascendante. Chaque point est un département. Donc vous voyez, c'est les numéros des départements en clair. Et donc ce qu'on observe, et donc c'est ça la réalité aujourd'hui en France, c'est que la probabilité d'accéder à l'enseignement supérieur et donc de connaître une mobilité sociale, on a un rapport de 1 et 2 selon les départements. Vous voyez le département le plus en bas à gauche du graphique, c'est le 16, donc la Charente, où on est à 16-17% de jeunes qui accèdent au supérieur avec une mobilité sociale de 25%, là où en région parisienne, on est à plus de 2 fois supérieur.
Donc c'est cette inégalité majeure qui finalement explique une partie des inégalités sociales et spatiales en France. Là, alors je ne vais pas lire les chiffres, mais c'est une enquête de l'AFF qui est sortie récemment et qui est intéressante aussi à commenter sur la dimension confiance dans les institutions. Parce que le graphique que j'ai décrit juste avant, finalement, il se traduit aussi en confiance, en niveau de confiance que les jeunes, et notamment ruraux ou issus de milieux populaires, peuvent avoir dans les institutions et donc dans la capacité en l'école, l'université, l'appareil d'enseignement supérieur au sens large, à finalement leur permettre de monter dans cette ascenseur social. Et on voit que derrière ces inégalités sociales et spatiales, on a une forme de dégradation de la confiance et donc une crise de la confiance dans les institutions et dans la croyance que les jeunes ont dans leur propre avenir. Et ça, c'est aussi derrière une crise finalement de la proximité des services publics. Et on sait bien que cette crise de confiance des institutions, elle a beaucoup d'implications dans le fonctionnement de notre société. Alors, si on a ces difficultés-là qui sont en partie territoriales, une des possibles réponses, c'est la mobilité. Alors, je vais y revenir, mais il faut pas penser que la mobilité géographique est un remède magique. En tout cas, est-ce que les gens l'utilisent globalement? Donc là, vous avez, en fonction des niveaux de diplôme, les taux de mobilité. On distingue la mobilité de formation, c'est-à-dire pour accéder aux études, et d'insertion, c'est-à-dire d'accès à l'emploi une fois que j'ai terminé mes études. Et donc, on voit, je ne vais pas détailler les chiffres, mais que plus le niveau de diplôme augmente, plus les jeunes sont mobiles pour accéder à l'enseignement supérieur, précisément parce que la carte, elle n'est pas homogène, et que, notamment pour les diplômés de master, vous voyez, enfin licence, master, doctorat, la mobilité, elle se fait plutôt pour les études et un peu moins pour l'emploi, mais finalement, la première mobilité qui est déterminante, c'est entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et puis, une partie des mobilités, elle se fait finalement sur du retour, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes en France. Alors, la mobilité est faible. Le graphique d'avant, c'était en moyenne un tiers sur les diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a qu'un tiers des jeunes qui quittent leur académie pour faire leurs études. Et parmi ce tiers, il y a une grosse partie des gens ensuite qui reviennent en emploi dans leur région d'origine ou finalement qui bougent juste sur l'académie limitrophe, donc des mobilités de faible distance. Et il y a une collègue économiste récemment, donc Alexandra Roulet, qui s'est intéressée à la question de la mobilité géographique des jeunes et notamment sur le marché du travail en disant on a en France, à l'échelle macro, plutôt des difficultés sur le nord-est de la France et on a une croissance de l'emploi plutôt arc atlantique et bassin méditerranéen. Donc il y aurait un enjeu de mobilité spatiale de longue distance des gens, c'est-à-dire essayer de lutter contre le problème d'appariement spatial. Et si on vous accompagnait financièrement sur cette mobilité, à partir de combien d'euros, la traduction en euros, vous seriez prêt à bouger? Les gens ne savent pas répondre à cette question. Le déplacement et le déracinement pour certaines populations, ils ne se monnaient pas forcément. Et donc, c'est beaucoup, et les sociologues ont travaillé là-dessus, des déterminants d'ancrage relationnel, d'ancrage spatial, d'attachement au territoire. Et la question de la mobilité, elle est rarement miraculeuse. Je termine en ayant une vision un peu dynamique. Et donc là, il y a des données qui viennent de sortir sur 2023. La mauvaise nouvelle, tout à l'heure je parlais de 2 cohortes, la mauvaise nouvelle c'est que la mobilité sociale ascendante, elle a tendance à se dégrader, donc on est sur un phénomène de rétrécissement finalement des potentiels de mobilité sociale et une hypothèse qui est avancée par les chercheurs, c'est la tendance, et je pense qu'on aura tout à l'heure des éléments de réponse aussi ou ce débat avec les élus régionaux, la tendance à reconcentrer les moyens sur des grosses universités, plutôt dans les logiques de compétition internationale. Alors je ne dis pas qu'il faut choisir entre l'un et l'autre, mais ce n'est pas la même politique nationale d'enseignement supérieur de faire monter sa clé dans le classement de Shanghai et de travailler sur une répartition plutôt déconcentrée de l'offre d'enseignement supérieur, y compris premier cycle sur les territoires. 2005, c'est un peu la bascule sur des politiques d'excellence. Donc on a eu le programme d'investissement, enfin la création de l'ANR, les programmes d'investissement d'avenir ensuite. Ouais. À partir de 2008-2009, et toutes les politiques en ex, les LabEx, les IDEX, les Equipex, etc., qui ont
donner des moyens aux universités, mais qui ont plutôt tendance à concentrer les moyens dans les grosses universités, et donc un recul du mouvement de déconcentration de l'offre d'enseignement supérieur qu'avait permis notamment le plan Université 2000 avec la création des IUT, des antennes universitaires et des universités nouvelles. Je termine avec un élément qui est très important, et vous êtes professionnel de l'orientation. Il y a un enjeu aussi de comment on répartit les moyens entre l'orientation, formation initiale et ensuite formation continue et tout au long de la vie. On a, alors je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, il y a un sujet en France et globalement plutôt Europe du Sud par rapport à Europe du Nord, Allemagne et pays scandinaves, c'est qu'on est dans la course au diplôme. Et c'est une stratégie des jeunes et aussi de leurs parents, qui sont des prescripteurs quand on fait de l'orientation. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en formation initiale et donc de sortir avec un niveau de diplôme élevé. C'est ce qui amène à avoir un taux d'emploi et un taux d'activité des jeunes en France qui est largement supérieur à des pays scandinaves ou Pays-Bas, Allemagne, etc. Nos jeunes entrent en moyenne plus tardivement sur le marché du travail. On met le paquet dans une logique de stratégie individuelle sur la formation initiale pour ne pas avoir à y revenir plus tard. Là où d'autres pays font le choix d'une entrée plus précoce sur le marché du travail, avec une culture derrière de formation tout au long de la vie et de réorientation possible qui sont probablement plus faciles et culturellement moins dramatiques que dans notre idéal français. Donc il y a cet enjeu-là. Dernière diapo volontairement compliquée à lire pour parler un peu de traduction en politique publique, et j'en terminerai là. Il faut avoir conscience que pour essayer d'améliorer ces enjeux de mobilité sociale et lutter contre les inégalités territoriales, il y a plein de leviers. C'est tous les déterminants qui sont en bas du graphique, et en fonction du cycle, c'est-à-dire l'orientation en fin de troisième, l'orientation vers le supérieur, l'accès au marché du travail ensuite, on n'active pas les mêmes leviers. Et du coup, vous allez avoir plein de politiques publiques qui sont tantôt nationales, tantôt régionales, tantôt plus locales, qui doivent s'articuler. Et je pense que l'enjeu principal, et c'est ce qu'ont un peu esquissé nos intervenants en introduction, c'est la coordination des politiques publiques et des échelons territoriaux. Merci beaucoup. On peut applaudir M. Bernella. On va maintenant céder la parole à M. Bouba-Olga. Je vous cède maintenant le petit bouton. Ok, sur le verre. Alors, qui marche ou pas, on sait oui, pas. Il marche très bien. Il va marcher. Avec moi, oui. D'accord. Bon, bonjour à tous. Merci, merci beaucoup aussi pour me donner l'occasion d'intervenir ce matin. Donc, je vais essayer de suivre le rythme imprimé par Bastien. Il nous reste 10 minutes. 10 minutes, ok, d'accord. Bon, je vais vous faire part de quelques éléments de réflexion et de quelques résultats sur les travaux qu'on mène. Peut-être je me représente rapidement. Donc, Olivier Bouba-Olga, je suis enseignant-chercheur en détachement à la région Nouvelle-Aquitaine, où j'ai la chance de piloter un service études, prospectives et évaluation, où notre tâche au quotidien, c'est de produire de la connaissance utile à l'action des collègues de la région, mais de l'ensemble des territoires qui composent la région de Nouvelle-Aquitaine. Et on est un peu obsédé en ce moment par alors ce que j'appelle la question de l'habitabilité territoriale. Il faut vraiment qu'on travaille collectivement sur tous les sujets à rendre les territoires, tous les territoires habitables, dans un double sens. Territoire habitable, c'est un territoire où quand j'y vis, je peux couvrir mes besoins fondamentaux. Et puis habitable au sens du respect des limites planétaires. Enfin, c'est quand même l'obsession, me semble-t-il, qu'on devrait avoir. Obsession qui me semble préférable à l'obsession de l'attractivité, qui consisterait à dire, pour se sauver, il faut qu'on attire de l'extérieur. Course. La course un peu trop fréquente, me semble-t-il, sur les territoires, aux habitants, si possible cadre, si possible avec enfants, pour que les écoles ne ferment pas, etc. Et on sait, ça a été évoqué, esquissé, mais je pense que c'est un sujet sur lequel je m'exprime beaucoup en ce moment. C'est un sujet, je pense, qui n'est pas suffisamment dans les radars. On a des évolutions démographiques à l'œuvre qui vont transformer considérablement notre société et l'ensemble des territoires, avec ce qu'on appelle la dénatalité, vieillissement de la population, mais aussi une baisse des effectifs dans les écoles, puis dans le second degré, puis premier degré, puis second degré, puis dans les universités, qui vont nous obliger à repenser beaucoup de choses. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je ne vais pas développer, c'est pas l'enjeu de ce matin, mais quand même insister sur, il faut vraiment qu'on réfléchisse à toutes les implications, toutes les conséquences de ces mutations démographiques. Et je pense qu'on n'y est pas. Donc nous, on est plutôt à dire, il faut travailler sur l'habitabilité, comment faire en sorte que les territoires soient habitables. Je vais insister sur une partie. C'est habitable dans le sens, l'ensemble des habitants peuvent couvrir leurs besoins fondamentaux, et un des besoins fondamentaux à couvrir, effectivement, c'est l'accès à l'éducation.
l'accès à l'éducation. Mais se pose la question de l'accès à l'emploi, de l'accès à la santé, de l'accès à la culture, etc., etc. Donc on travaille beaucoup sur ces questions d'accessibilité. Il me semble qu'en termes de politique publique aujourd'hui, il y a un enjeu à poser cette question et à trouver les moyens de répondre aux enjeux qu'on identifie. Donc on travaille sur ces questions d'accessibilité pour identifier aussi des territoires à enjeu sur chacun des sujets. En fait, dans ce qu'on fait comme production de connaissances, je dirais qu'il y a deux choses importantes. Une première chose, c'est on réfléchit thème par thème, et je vais vous montrer quelques cartes après, à l'identification de territoires à enjeu où peut-être les problèmes sont plus saillants qu'ailleurs. Sur la santé, on l'a fait. Sur l'enseignement supérieur, je vais vous montrer quelques cartes, on a commencé à le faire. Et puis il y a un autre sujet qui a été aussi un peu évoqué, sur lequel je souhaite insister, parce que là aussi, je pense, je m'exprime avec ma casquette chercheur, hein, voilà, je pense qu'on n'est pas bon, en tout cas il y a des grosses marges de progrès, c'est la question de la coordination des politiques locales. Il y a plein de choses à faire sur les territoires, à des échelles assez fines, parce que la mobilité, Bastien l'a dit, la mobilité géographique est beaucoup moins importante que ce qu'on imagine, la mobilité lointaine. Donc il y a des choses à penser sur des marchés locaux du travail. Et on sait que la clé, c'est de coordonner des politiques complémentaires qu'on a du mal à coordonner. On fonctionne un peu trop en silo. En gros, si vous voulez faire en sorte que les gens qui sont au chômage, qui veulent accéder à l'emploi, accèdent à l'emploi, on sait que ça passe par des politiques de formation, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des politiques de mobilité, parce que tout le monde n'a pas le permis, ou n'a pas de voiture, ou il n'y a pas de transport public. Il faut aussi des politiques de garde d'enfants, super important, notamment pour les familles monoparentales. Et puis, il faut des politiques de logement. Et puis, il faut des politiques de santé, parce qu'on a des problèmes pour attirer des personnes en formation, parce qu'elles ont des problèmes de santé, ou pour, etc. Et ça, on ne sait pas faire. On sait mal faire. On sait mal faire. Et ça doit interroger. Il ne s'agit pas de trouver quel est le coupable dans l'histoire, mais collectivement, en tant qu'acteur public, on ne sait pas bien faire ça. Donc, gros sujet. Et puis l'autre sujet, donc coordination des politiques complémentaires. Puis l'autre sujet, donc thème par thème, quels sont les territoires à enjeu. Donc on a produit, voilà, alors qui sont là, mais qui ne sont pas encore là, mais qui vont peut-être apparaître. Sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, on s'est livré à un travail où on met à disposition de tout le monde, hein, on produit de la connaissance qu'on met à disposition de toute personne intéressée, sur quels sont les pôles d'enseignement supérieur et de recherche, parce que étonnamment, on n'avait pas tant de choses que ça faites de manière synthétique. Donc là, vous avez une carte. Alors ces cartes-là sont mises sous forme de posters aussi à l'endroit où vous pouvez prendre des pauses. Là, vous pourrez regarder. Et puis, vous pouvez accéder à la fois à tous ces éléments cartographiques et aux données sous-jacentes sur notre plateforme de ressources territoriales, hein, dont on pourra vous donner les liens pour y accéder. Donc là, on a fait un travail qui permet d'identifier ce qu'on a appelé des pôles majeurs. En gros, c'est les sites principaux des universités. En Nouvelle-Aquitaine, donc on raisonne à l'échelle des communes. On a 7 communes pôles majeurs en Nouvelle-Aquitaine. C'est les sites principaux des universités. Puis à Bordeaux, vous avez à la fois Bordeaux, Pessac, Talence comme communes aussi pôles majeurs. Vous avez ce qu'on appelle des pôles intermédiaires, une quinzaine en Nouvelle-Aquitaine. Et puis des pôles locaux. Pôles locaux, c'est en gros, vous avez un BTS sur la commune ou un diplôme sanitaire et social, on va dire. Mais c'est une offre très limitée locale. Et puis les pôles intermédiaires, c'est entre les deux. Vous avez notamment les antennes universitaires, etc. Donc sur la carte, vous pouvez voir un peu pôle majeur, pôle intermédiaire et pôles locaux. Et donc un des objectifs, c'est de poser la question de l'accessibilité à... Donc là, ce qu'on sait faire, nous, au niveau du service, hein, c'est calculer des temps d'accès. Alors, c'est une façon... vous voyez, c'est un petit bout de l'ensemble des sujets qu'il faut éclairer. Mais là, vous avez la carte de France et puis à droite, le zoom Nouvelle-Aquitaine. Sur les temps d'accès aux pôles locaux. Alors, c'est du temps d'accès par la route, en heure creuse, par temps clair. Et en voiture, en gros, vous voyez. Dans des conditions normales de circulation, je respecte les limites de vitesse et combien il me faut de temps en minutes en prenant la route. Hein, on ne sait pas du vol d'oiseau. Pour me rendre au pôle local le plus proche. Donc on a une certaine cartographie, géographie. Vous voyez quand même que les zones les plus foncées, plus c'est foncé, plus vous êtes loin. Hein. Donc on a quand même aussi des territoires qui sont même un petit peu éloignés des pôles locaux. Vous avez ensuite les pôles intermédiaires. Donc, à pôles locaux, vous voyez, en gros, c'est pour faire vite, hein, c'est le BTS dans le lycée du coin.
Pôle intermédiaire, on est plutôt dans les logiques, on va dire, antenne universitaire, par exemple, hein, voilà, ou quand même des pôles où vous avez un ensemble de, de formations un peu plus conséquents. Hein. Donc là, vous voyez la carte avec des zones plus foncées, et puis des temps, alors dans la légende, vous verrez, hein, mais on dépasse la demi-heure, les 3/4 d'heure, parfois l'heure, etc. Et puis enfin, et surtout peut-être, enfin et surtout, la distance au pôle majeur. Où là, vous voyez les zones les plus foncées, on est très très loin des principaux pôles d'enseignement supérieur et de recherche. Donc ça interroge. Alors attention, hein, il y a des réponses qui ont été apportées sur certains des territoires qui sont éloignés. Hein. Je regardais en me promenant tout à l'heure, par exemple, ce n'est qu'un des exemples, hein, les campus connectés. Il y a un campus connecté à Villeneuve-sur-Lot. Bon, Villeneuve-sur-Lot, c'est un des territoires où, voilà, et la région fait aussi tout un ensemble de choses, met en place un ensemble de dispositifs pour. Mais n'empêche que ce type de carte-là, c'est vraiment notre obsession, nous, hein, dans le service, produire de la connaissance utile à l'action. On produit ce type de carte, on identifie éventuellement des territoires où on se dit ah, il y a quand même un sujet, un enjeu, il y a un sujet d'éloignement. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre pour ce que vont faire les jeunes derrière. Donc, et quelles sont les réponses qu'on a déjà mises en place et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les réponses qu'on a mises en place permettent effectivement de renforcer l'accessibilité ou pas? Et voilà, hein, c'est vraiment l'objectif. Hein. Alors avec une double ambition potentielle, hein, c'est soit on se dit faut trouver les moyens de rendre plus mobiles les jeunes, soit à l'inverse, il faut rapprocher les formations de là où sont les jeunes. Et à la limite, il n'y a pas à choisir. Enfin, je pense qu'il faut vraiment travailler aux deux aspects. 2 minutes encore 2 minutes, ok. Autres petits éléments. Parallèlement, ça a été dit par Jean-Louis Nambrini, effectivement, j'ai été mobilisé par le conseil scientifique et d'éthique de Parcoursup là, pour travailler, brasser des chiffres un peu. Donc avec ma casquette chercheur là aussi là, sur les néo-bacheliers de Nouvelle-Aquitaine, génération 2023. Donc par ce biais-là, j'ai pu brasser un peu les chiffres. Où sont allés les néo-bacheliers? Où est-ce qu'ils se sont orientés, etc. Donc on a produit différentes choses. Publié dans le rapport hein, d'avril dernier là, de Parcoursup. Je vais juste insister sur un ou deux résultats clés. Un premier résultat, on se posait la question de l'influence justement de la localisation géographique des jeunes. Donc on a essayé de contrôler des choses. On s'est focalisé sur un tout petit bout de la cohorte, des bacs généraux avec mention bien ou très bien. C'est volontaire, c'est pour neutraliser des effets niveau bac, des effets catégorie sociale, etc. On s'est focalisé sur ces bacheliers-là, bac général, mention bien ou très bien. Donc gros potentiel, on va dire, dans le système éducatif tel qu'il est. Et on s'est posé la question de où est-ce qu'ils allaient en études. Et alors pareil, ce serait critiquable, mais c'est vraiment pour l'enjeu de traiter la question géographique. On s'est posé la question de la proportion de ceux qui allaient dans des filières dites d'excellence, alors ce serait, mais peu importe, type classe prépa, école type Sciences Po, et puis médecine, passe. Voilà. En gros, les formations considérées comme, ce qui est bon, d'excellent. Voilà, bon. Et on s'est dit, est-ce que l'orientation des jeunes, bac généraux, mention bien ou très bien, vers ce type de formation dite d'excellence différait selon le lieu où ils habitent? La réponse est oui. Et que la proportion de ceux qui vont dans ce type de formation est beaucoup plus importante si les jeunes résident à moins de 10 km d'un des pôles majeurs qui était sur la carte tout à l'heure. Donc ils y vont beaucoup plus s'ils sont à moins de 10 km d'un pôle majeur que s'ils sont à plus de 40 km d'un pôle majeur. Donc vous voyez l'idée. On a fait le même exercice sur des bacs STMG vis-à-vis de leur proximité vis-à-vis des pôles intermédiaires. On s'aperçoit que selon qu'on est près ou pas d'un pôle intermédiaire, on continue plus ou moins. Alors quand on est plus loin, on va continuer beaucoup plus vers le BTS à proximité et beaucoup moins en but ou en licence par exemple. Vous voyez, ça veut dire en contrôlant les caractéristiques sociales des individus, parce que les différences territoriales, pour partie, c'est des différences de composition sociale. Et la question, c'est de se dire, est-ce que c'est que ça ou pas? C'est pas que ça. Pour partie, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire à caractéristiques sociales identiques, selon l'endroit où on habite, on ne va pas poursuivre de la même façon dans l'enseignement supérieur. Et donc là, il y a un sujet vraiment territorial, géographique super important à prendre en compte. Et le dernier petit résultat peut-être que je pourrais mentionner, donc des choses ont été faites, notamment le développement des pôles intermédiaires, ça a été dit, hein, avec de la formation qui avant n'existait pas justement, et qu'à mon avis, il faut vraiment cultiver et entretenir. Donc c'est un autre petit traitement qu'on a fait, on s'est dit, tiens, en fonction de l'endroit où les gens résident,
Est-ce que je réside sur une commune centre majeur, pôle intermédiaire, pôle local ou non-centre? Où est-ce que je m'oriente? On a des choses assez intéressantes. On a les jeunes qui résident dans des communes pôles majeurs, forcément, ils continuent beaucoup plus que les autres dans des formations qui sont dans les pôles majeurs, c'est assez logique. Hein. Les jeunes qui résident dans des communes pôles intermédiaires, ça marche bien. Ils continuent beaucoup plus que les autres dans des pôles intermédiaires. Donc le fait qu'ils aient des formations à proximité, ça c'est plutôt efficace. Et puis il y a les jeunes qui résident dans des pôles locaux. Donc vous voyez où il y a juste un petit... eux, ils ont une probabilité beaucoup plus forte de poursuivre soit en pôle local, soit en pôle majeur, et moins fort en pôle intermédiaire. Donc en gros, c'est le choix pour ces jeunes-là, c'est soit je continue dans le BTS à proximité de chez moi, et si je bouge, je vais plutôt bouger vers les pôles majeurs et beaucoup moins vers les pôles intermédiaires. Hein, donc on voit aussi en termes de stratégie de localisation, les pôles intermédiaires remplissent une fonction et plutôt vis-à-vis des jeunes qui vivent dans les pôles, voilà, ça m'a perturbé, qui vivent dans les... Non, mais d'ailleurs, on tient à souligner le travail de notre artiste. Où est-il? Vraiment, tout au long de la journée, vous allez voir des illustrations qui font rire ou réfléchir. Mais vrai sujet, hein, c'est-à-dire ce que je viens de dire là, sur les questions d'accessibilité à l'enseignement supérieur, évidemment qu'il faut les reposer vis-à-vis des structures mission locales, qu'il faut les reposer vis-à-vis des types de structures France Travail. Il faut documenter ça beaucoup plus que ce qu'on fait et se dire dans quelle mesure ça influe sur les choix des jeunes et des moins jeunes sur nos territoires. Hein. Donc voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention. On peut applaudir nos deux chercheurs.